Des ovnis se sont-ils écrasés sur Terre? Avons-nous eu un contact avec des extraterrestres? Le gouvernement américain dissimule-t-il une énorme conspiration sur les ovnis? Derrière moi se trouve l'une des bases militaires les plus secrètes au monde, au fin fond du désert du Nevada. Le terrain d'essai de Groom Lake, également connu sous les noms de Zone 51 ou Dreamland, a abrité de nombreux projets secrets américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, à partir d'éléments fournis par du personnel militaire de haut niveau, des ingénieurs et des scientifiques, nous pouvons révéler en exclusivité la technologie OVNI qui est développée ici, derrière moi. Il s'agit d'une chose que le gouvernement américain s'efforce de dissimuler depuis un demi-siècle. La véritable histoire qui se cache derrière Dreamland. Je suis convaincu, m'appuyant sur mes recherches et sur les personnes que j'ai rencontrées au sein du renseignement, que le gouvernement américain est effectivement en possession d'engins correspondant aux descriptions que l'on trouve dans de nombreux rapports OVNI. Ils nous ont menti trop longtemps. Un tas de gens ont volé l'argent légitimement destiné à la sécurité nationale afin de perpétuer cette dissimulation. Ils ont mené des intrigues visant à désinformer la population américaine et probablement aussi des populations en Europe. Établie sur un lac asséché dans une région reculée à 128 km de Las Vegas, la zone 51 n'est qu'une partie de l'immense base Air Force de Nellis qui présente à peu près la taille de la Suisse. Elle fut commanditée dans les années 50 par le président Truman pour servir de site top secret où l'on développerait et testerait la nouvelle génération américaine d'avions d'après-guerre. Durant la fièvre technologique des années 50, la base abrita rapidement les engins volants les plus exotiques de cette époque. Plus récemment, c'est l'endroit où l'avion furtif F-117 fut élaboré et où il effectua ses vols d'essai. Nous avons décollé afin d'observer la base par nous-mêmes. Volant à une altitude de 3300 mètres, nous sommes maintenant à moins d'1 mille du périmètre interdit. Nous sommes rentrés en contact avec la tour de contrôle et n'avons pas mis longtemps à nous apercevoir que l'espace aérien de la zone 51 était très sérieusement gardé. We're just curious, is there any activity today out at the Groom Lake area? Any activity where, sir? Out at the Groom Lake area. Lake Mead 610, I don't have any of that information available. Control on guard. When working roughly more squawk altitude, acknowledge with an identity. The Ellis approach controller now is just getting a little concerned that we're getting close now. Nous venons juste d'être frôlés par 2 chasseurs F-16. Ils sont passés devant nous à une allure de Mach 1,6 environ. Ces gars ne rigolent pas. Ils ne veulent pas qu'on soit là. D'ailleurs, il y en a un autre qui vient de passer devant nous. Ou ils essaient de nous faire quitter la zone au plus vite, ou ils veulent nous forcer à atterrir. Et en voilà encore un autre. Waouh, il est passé vraiment près, juste à notre droite. Je dirais qu'il était à moins d'1,6 km, 2,4 km. Dis donc, on peut les voir, c'était dingue les gars, ils ont un GPS GCAS à bord et ils ont donc clairement un contact radar avec nous. Il est passé vraiment très près. En 1989, un homme fit la lumière au sujet de Dreamland. Il s'appelait Bob Lazar et il prétendait avoir travaillé au site de Groom Lake. La base se trouve contre le flanc d'une montagne. Une petite montagne ou une grosse colline. Il y a 9 portes de hangar et ces portes ne sont aucunement des portes métalliques brillant dans le désert. Elles sont peintes ou vaporisées d'une texture sableuse. Et je peux vous l'assurer, c'est afin d'éviter que des satellites ne photographient l'installation, car elles se fondent ainsi dans la montagne. D'après ce que j'ai pu voir, c'était plutôt efficace. La première fois que j'ai conduit dans le secteur, toutes les portes de hangar étaient fermées. Mais à une faible distance, on s'apercevait qu'il s'agissait de portes et qu'elles pouvaient s'ouvrir. Nous avons contourné le flanc gauche de l'installation et là se trouvait l'entrée principale. Nous avons passé plusieurs portes et le contrôle de sécurité, puis nous avons pénétré dans ce qui ressemblait à un bâtiment gouvernemental typique. Mon travail fondamental consistait à reproduire des systèmes d'énergie et de propulsion. Et je décidai de commencer en m'attaquant à l'énergie, c'est-à-dire au réacteur qui faisait fonctionner l'engin.
Pour ce qui est de l'autorisation dont j'étais muni, connue comme autorisation Majestic, nous n'étions que 22 personnes à la posséder à S4 et à travailler sur l'appareil. L'endroit où il travaillait à la zone 51 s'appelait S4 et se trouvait à Papoose Dry Lake Bade, à quelques minutes de Groom Lake. Lorsque j'y étais amené en bus, nous contournions généralement l'installation jusqu'à son flanc gauche et nous rentrions par la porte qui se trouvait là. Et pour la première fois, l'une des portes du hangar, celle tout au bout, était ouverte. Le bus s'approcha, s'arrêta, et visible comme le nez au milieu de la figure, dans le hangar, occupant presque tout l'espace du hangar, se trouvait la soucoupe. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et on s'est arrêté, on est sorti. Et pour la première fois, on m'a laissé franchir cette porte. Et tandis que je marchais, je pensais, eh bien voilà le nouvel appareil d'avant-garde sur lequel nous avons travaillé. Et voilà pourquoi les gens continuent à voir des soucoupes volantes. Il s'agissait des nôtres, et nous les mettions simplement à l'épreuve, probablement durant toutes ces années. Et comme je marchais à côté de l'engin, je posais ma main dessus. Je me dis que c'était du métal parce que c'était froid, et donc je pensais qu'il s'agissait d'une espèce de métal. Et de fait, il y avait une ouverture, car le panneau d'accès était tiré. Et j'ai vu un petit peu en arrière qu'un drapeau américain y figurait. Alors là, j'ai su catégoriquement que c'était quelque chose qu'on avait fabriqué. En 1990, il fut condamné comme entremetteur et déclaré en faillite. Au tribunal, il décrivit simplement son activité comme celle d'un technicien photo établi à son compte. Lazar est-il un imposteur? Travailla-t-il à S4? Ou fut-il employé par les militaires afin de faire circuler certaines informations sur la base? J'ai fait un tas de recherches au sujet de Bob Lazar. Je l'ai réellement rencontré. J'ai obtenu une copie de son formulaire, dit W2, l'un des documents IRS liés au salaire. Son formulaire spécifique indiquait qu'il travaillait pour le service américain du renseignement maritime. Mon enquête sur ce document et sur les affirmations que fit Bob Lazar forme le résultat de recherches très strictes et très rigoureuses. Je contactai le département américain du renseignement maritime et vérifiai qu'en effet, ils étaient certainement responsables de l'émission de ce formulaire W2. J'examinai la question auprès du service des recettes fiscales. Voici ce qu'ils m'ont dit. Leurs mots exacts furent « ça a l'air vrai ». Ils me dirent qu'il s'agissait d'un document authentique, pas de quelque chose de contrefait. Il y avait un tas de nombre de numéros de contrat et autres figurant sur le document. Et lorsque je fis des recherches sur ces derniers, il s'avéra qu'il s'agissait de numéros recensés hautement confidentiels. D'ailleurs, le service des recettes fiscales se heurta à un mur lorsqu'il tenta de retrouver le véritable employeur associé au document.